Bonjour YouTube, c'est Portinou. Bienvenue pour cette nouvelle tier list des scénarios sur la SDA JCE TV. On s'était laissé lors de l'épisode précédent à noter les scénarios du cycle 5 qui avaient vachement remonté le niveau global, puisque vous voyez que notamment dans la zone S, on est passé de 1 à 4 scénarios. On va voir si le cycle 6, le deuxième cycle disponible en édition révisée, va nous donner des résultats qui sont comparables. Mécaniquement, c'est probablement le cycle le plus original de toute la collection Seigneur des Anneaux. C'est là qu'on voit le plus de choses uniques se produire. C'est là qu'il y a le plus d'idées créatives aussi en termes de mécanique. Et on va voir si les choix ont été payants tout de suite, puisque on va attaquer avec le premier scénario qui s'appelle Voyage sur la Bélégaère. Et tout de suite, comme souvent dans les premiers scénarios des cycles, on nous introduit aux grandes mécaniques qui vont guider la plupart des scénarios, ou en tout cas une bonne partie des scénarios sur le cycle, puisque on a non pas une, non pas deux, mais trois nouvelles mécaniques qui vont euh, apparaître avec ce scénario. La première mécanique, c'est que on a des navires objectifs en jeu, c'est-à-dire que chaque joueur va choisir un navire. Et les navires vont être un petit peu les. Enfin, ce sont des cartes à part. C'est-à-dire que. Comment dire. Vous allez devoir affronter d'autres ennemis qui sont eux-mêmes navires, comme celui-là par exemple. Voilà, navire de reconnaissance. Et seuls nos navires peuvent défendre contre les navires ennemis. Sachant qu'il y a une petite particularité qui est que si un de nos navires est détruit, le contrôleur du bateau correspondant est éliminé de la partie. Donc ça c'est la première chose qui va se passer. Évidemment pour chacun des navires il y a des bonus. Donc on va choisir, c'est déjà un truc qui est sympa, on va choisir le bonus que l'on veut dans une partie. Et en multijoueur, ça va souvent être la discussion de savoir qui prend lequel des bateaux. Alors il y a une deuxième mécanique qui va être introduite, qui est une mécanique qu'on va retrouver sur les cartes quêtes, c'est la mécanique de navigation. Puisqu'en fait, avec ce cycle, alors je ne sais pas si on va trouver la carte ici, non. Il y a une carte un petit peu spéciale qui est introduite qui va montrer si on tient le cap ou pas sur notre bateau. Et l'idée, c'est qu'au début de chaque phase de quête, on doit incliner des personnages pour défausser autant de cartes du deck de rencontre. Et pour chaque petit symbole de gouvernail qu'on va retrouver en bas à gauche des cartes qu'on aura défaussées, on va redresser le cap, sachant qu'on va légèrement dévier du cap au début de chacune des phases de quête. Donc l'idée c'est que progressivement on est en train de dévier du cap et on doit incliner des personnages pour tenter de redresser le cap et aller dans la bonne direction. Et évidemment, plus on va dévier du cap, plus il va nous arriver des bricoles. Il y a toute une série de traîtrises de lieux et d'ennemis qui sont pensés pour interagir avec le fait ou non de tenir le cap. Par exemple, cet ennemi-là auquel on est introduit d'entrée de jeu dans ce scénario-ci nous dit que son coût d'engagement au combat est diminué de 15 si on ne tient pas le cap. Donc en gros, si vous n'arrivez pas à redresser le cap, lui, en fait, il a un coût d'engagement à 20. Et alors la troisième mécanique qui va être introduite dans ce cycle, c'est la mécanique d'abordage qu'on va retrouver sur quasiment la totalité justement des ennemis navires. Vous voyez celui-ci qui est par exemple abordage 3. L'idée c'est que quand un de ces ennemis-là va vous engager, vous devez aller chercher des ennemis corsaires et les engager avec vous. Vous choisissez pas, il y a un deck à part pour les corsaires. Donc les corsaires, ce sont les marins qui sont sur le bateau évidemment, et c'est une mécanique qui est vraiment très 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 sympa je trouve, parce qu'en gros vous engagez un bateau et là vous devez défausser, enfin vous devez révéler trois cartes du deck corsaire, et donc il y a trois marins qui vont vous engager, vous savez pas lesquels, donc ça peut être une grosse pression. C'est une mécanique de surprise que j'aime beaucoup sur les scénarios avec des bateaux sur le cycle 6. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment marche ce premier scénario? C'est pas compliqué. Une fois qu'on a passé la première étape, il va toujours se passer la même chose. Il y a toute une série d'étapes 2 différentes. Il y en a 4 différentes dans la version de base. Je pense qu'il y en a plus dans la version cauchemar. Et donc il y en a, voilà, il y a celle-ci par exemple dans la tempête. Il y a Vision de Calphone. Et on va progressivement les faire avancer jusqu'à atteindre l'étape 3 qui nous permet de terminer le scénario. Et l'idée est que
quand on passe une étape de quête, si on tient le cap, donc si on a le cap sur le meilleur réglage possible, on peut regarder deux cartes du deck de quête et choisir une des deux en mettant l'autre en dessous du deck de quête. Donc l'idée c'est que si vous tenez le cap, en fait, techniquement, vous choisissez une des deux suivantes, vous rechoisissez une des deux suivantes, sachant qu'il y en a plus, il y en a qui sont plus sympas que d'autres. Et enfin, vous arrivez à la dernière étape qui vous permet de conclure le scénario. Donc il y a 4 étapes de quête si vous vous débrouillez bien, il y en a 6 si vous vous débrouillez dans si vous arrivez à la pire configuration possible. Et la dernière chose qu'on peut dire, c'est autre élément qui est très sympa sur ce cycle, c'est quelque chose que j'apprécie toujours dans les scénarios. Il y a moyen de gagner de deux façons différentes, puisqu'à la dernière étape, soit vous éliminez tous les navires qui sont encore en jeu, dans ce cas-là vous avez gagné, sachant que les navires souvent sont quand même très résistants. Hein. Si je vous montre, par exemple, celui-ci il a 4 de défense et 9 points de vie, donc il faut quand même y aller pour leur taper dessus. Donc soit vous éliminez tous les navires, soit vous mettez les marqueurs de progression, vous pouvez gagner de ces deux façons-là. Ce premier scénario, je le trouve vraiment très très bon pour ce qu'il est supposé faire, c'est-à-dire nous introduire aux nouvelles mécaniques du jeu. Les ennemis ont tous des mécaniques différentes. Que ce soit les corsaires ou que ce soit les navires, ils ont vraiment leur propre fonctionnement, ils sont tous assez spécifiques, il n'y a pas vraiment de redondance dans leur manière de fonctionner, je trouve. Les lieux sont variés, sont très sympas, il y a des effets qui sont bien foutus. Et alors pour ce qui est des traîtrises, pareil, en fait, ce sont des traîtrises auxquelles on pourrait s'attendre dans un scénario qui est bien équilibré. Il y a celle-là qui peut être très méchante, les vents de la colère, qui vous font mettre un dégât à chaque personnage en jeu si vous ne tenez pas le cap. Et si vous avez le pire réglage possible, vous ne pouvez même pas l'annuler. Mais évidemment, si vous en arrivez à ce stade-là, c'est que vous avez très mal géré, quoi. Hein. Si vous arrivez sur le pire réglage, a priori, euh, et que ça vous tue, c'est que vous alliez perdre de toute façon la partie probablement. Mais écoutez, ce premier scénario, je vais le mettre tout de suite dans la classe A. Je trouve que ça fait vraiment très très bien le job. C'est pas un scénario que je vais mettre au Panthéon parce que il a pas ce côté qu'on retrouvait sur les intrus au bois de chais d'avoir le petit plus en termes de pression, mais pour le reste, voilà, c'est du très bon scénario, tout est bien équilibré. Donc un scénario que je recommande très chaudement. Et un cycle que je recommande chaudement aussi d'ailleurs. Alors le deuxième scénario, c'est le destin de Numénor. Donc là on quitte les bateaux, on revient sur la terre ferme. Et l'idée c'est que... l'idée de mécanique de ce scénario, c'est qu'on va avoir toute une série de lieux qui sont des lieux îles perdus. Voilà, on les voit, ils sont tous comme ça en fait, qui sont inexplorés. Et la mécanique va vouloir que on voyage vers ces lieux-là et on les retourne. Donc ils ont tous la même face, mais par contre au dos, il n'y a que des lieux différents. Donc vous avez par exemple la jungle luxuriante qui vous dit que tant que c'est après l'avoir retourné en tant que lieu actif, voilà, on la renvoie dans la zone de cheminement, à moins que chaque joueur incline chaque héros redressé qu'il contrôle, et tant que c'est dans la zone de cheminement, les personnages perdent un d'attaque et à distance. Vous avez celle-là qui vous dit que après l'avoir retourné en tant que lieu actif, chaque joueur peut piocher une carte. Et ensuite, on retire une carte de notre main et on la place sous notre deck. Donc, l'idée, c'est que voilà, vous perdez sur l'île et vous essayez d'explorer des lieux. Et c'est comme ça qu'on va faire avancer le scénario, en fait, puisque il faut mettre 20 marqueurs de progression sur la quête, mais pour mettre des marqueurs de progression, on est obligé d'explorer les lieux. C'est comme ça qu'on met les marqueurs et pas autrement. Donc, vous avez compris qu'il faut explorer pour 20 marqueurs de progression. Donc, par exemple, si vous explorez la jungle luxuriante, ça vaut 4. Donc, vous mettez 4 marqueurs de progression et il en faut 20 pour avancer. Et ça, c'est peut-être un défaut qu'on peut reprocher à ce scénario, c'est que du coup, ça peut quand même un petit peu tirer en longueur. Ce qui est bien fait, c'est que chaque fois que vous voyagez vers un lieu, vous mettez un nouveau lieu île perdue dans la zone de cheminement. Et une fois que vous avez passé la première étape, on va passer à une deuxième étape qui va nous faire ajouter 2 lieux supplémentaires dans la zone de cheminement, plus
un lieu unique qui est le temple de Morgoth que l'on doit explorer pour gagner la partie. Donc on commence avec 2 lieux, chaque fois qu'on voyage vers un lieu on le remplace, donc il y en aura toujours au moins 2, et donc là on passe à au moins 5 lieux en zone de cheminement. L'idée c'est qu'il faut tomber sur le temple de Morgoth pour terminer le scénario. Si vous n'avez pas de bol, le temple de Morgoth c'est celui qui peut tomber en dernier, et donc forcément l'étape 2 elle peut durer aussi longtemps qu'il y reste de lieux, sachant qu'il y a une traîtrise qui s'appelle Ruine du temps passé, qui une fois révélée vous fait rajouter une île perdue dans la zone de cheminement. Et là où c'est handicapant, c'est que comme vous ne pouvez jamais diminuer le nombre de lieux, puisque chaque fois que vous voyagez vers un de ces lieux, vous le remplacez par un autre, mais en fait ça vient rajouter le nombre de lieux en ZC. Et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que ça n'augmente pas vraiment la difficulté du scénario. Ce truc-là, ça le rallonge d'autant plus. Et vu que l'étape 1 va déjà durer longtemps, ça vous avez de grandes chances de tomber au moins une fois dessus. Donc c'est pas rare non plus d'avoir non pas 5 mais 6 ou 7 lieux parmi lesquels choisir à la deuxième étape de quête. Ça peut vraiment durer longtemps pour le principe de durer longtemps et c'est un petit peu dommage. Surtout que vous avez avec le temple de Morgoth l'idée de vous mettre un peu la pression. C'est-à-dire que quand ça devient le lieu actif, vous ne pouvez pas piocher de cartes, vous ne pouvez pas chercher de cartes dans votre deck. Et quand vous retournez ce lieu, vous inclinez chaque allié avec un coût imprimé de 2 ou moins. Donc c'est censé. Et ensuite vous allez chercher un ennemi mort-vivant. Donc vous inclinez tous vos alliés pas chers. Vous devez aller chercher un ennemi. En plus vous ne pouvez pas piocher de cartes ou aller chercher des cartes dans votre deck. Donc c'est censé mettre une grosse pression, mais comme le scénario tire un petit peu en longueur sur la première étape et peut tirer en longueur sur la deuxième étape, en fait l'effet de pression du temple de Morgoth il retombe tout de suite, ça fait plus rien à ce stade-là de la partie, vous serez probablement dans la plupart des cas déjà autour 8, 9, 10 peut-être, et donc la pression elle n'est pas là. Donc il y a des bonnes idées sur ce scénario, il y a probablement un truc qui est trop tiré en longueur, je pense que les 20 marqueurs de quête là c'est trop, il aurait fallu probablement en mettre moins, avec le risque de tomber sur le temple de Morgoth trop vite par exemple. Enfin, en tout cas voilà, ça met pas assez la pression. C'est dommage parce qu'il y avait de chouettes idées. Je vais le mettre en B, malgré tout ce que je suis en train de dire, parce qu'il n'y a rien qui est complètement déséquilibré. C'est juste qu'il est trop facile. Enfin, je trouve, il rate un peu le coche sur ce qu'il a l'air de vouloir faire, mais il n'y a rien qui est infâme non plus. De manière générale, vous avez ce truc-là qui va flinguer beaucoup de decks avec des alliés peu chers, infliger un point de dégâts à chaque allié non objectif avec un coût imprimé de 2 ou moins. Ça peut vous flinguer une table Sylvain, mais la très bonne idée, c'est ce que vous avez derrière, placer chaque allié détruit par cet effet sous le deck de son propriétaire. Donc techniquement, les alliés, vous pourrez toujours les récupérer plus tard dans la partie. C'est probablement la carte la plus méchante de tout le scénario, en fait, cette traîtrise. Et à côté de ça, il ne se passe pas grand-chose. Les lieux, quand vous les retournez, sont pas très méchants. Donc voilà. Le temple de Morgoth, il est censé vous faire du mal quand il arrive, mais comme il arrive trop tard, c'est un peu raté, quoi. Euh, Troisième scénario, le raid sur les Havres Gris. Alors là, par contre, je vous disais que le scénario 2 était trop facile. Bah là, on fait le grand écart. C'est un scénario qui, pareil, un niveau de difficulté là, 6 sur 10. Je sais pas ce qu'ils fument en fait chez FFG. Je pense que ce sont les. Attendez, vous savez, je vais aller vérifier. Je pense que c'est le niveau de difficulté qui est dans les règles en fait. Je regarde, hein, vous m'excusez, tant qu'on est occupé à discuter. Et pendant ce temps, je vous explique comment fonctionne le raid sur les Havres Gris. Puisque raid sur les Havres Gris, en fait, c'est un scénario avec une mécanique. Ouais, c'est ça, c'est le niveau de difficulté qu'il a. C'est un scénario avec une mécanique unique en son genre, qui est la mécanique que Shep connaît très bien, de embraser. Donc en fait, tous les lieux, enfin quasiment tous les lieux du scénario, ont ce mot-clé là, embraser, qui veut dire que à la fin du tour, s'ils sont encore en zone de cheminement, on met un marqueur de dégâts dessus. Et quand il y a autant de marqueurs de dégâts sur un lieu que sa valeur embrasée, donc ici par exemple 5, on va devoir mettre le lieu correspondant face cachée sous un objectif que je vais essayer de retrouver, ça, les Havres brûlent. Donc l'idée c'est que il y a un raid des corsaires je suppose, et ils foutent le feu partout. Donc quand le lieu a cramé, vous le mettez là en dessous, pardon. Et s'il y a au moins
X cartes en dessous, X étant égal à 3 plus le nombre de joueurs dans la partie, vous avez perdu. Donc en fait, les lieux ils vont brûler au fur et à mesure qui restent en zone de cheminement, et si trop de lieux crament, vous avez perdu la partie, donc il va falloir explorer les lieux très vite. Pour vider la zone de cheminement, vous ne pouvez pas vous permettre de laisser les lieux s'accumuler, sachant qu'en début de partie, bien évidemment, on vous met une énorme pression, puisque on vous demande d'aller mettre un lieu par joueur dans la zone de cheminement avant même d'avoir commencé. Donc ça c'est la mise en place. Et en plus, vous mettez un ennemi qui a 3 de menaces. Le ravageur de Saïr, qui a un effet très sympa, puisque chaque fois qu'il attaque, on va mettre des marqueurs de ressources sur lui, et ensuite, pour chaque marqueur de ressources sur lui, on met un dégât à un lieu embrasé. Mais ce n'est pas tout, puisque à la fin de la phase de combat, on met X points de dégâts au lieu embrasé avec la valeur embrasée la plus faible. X est le nombre d'ennemis corsaires en jeu. Donc si vous faites le compte, en fait, lui, il arrive d'entrée de jeu. Il a 4 d'attaque, 3 de défense, 5 points de vie. À la fin du tour, chaque lieu en ZC prend un dégât. Sachant qu'il y a un lieu en ZC unique qui est le chasse-rêve, vers lequel vous ne pouvez pas voyager. Donc celui-là, s'il est détruit, bah, vous avez perdu la partie de toute façon, c'est écrit dessus. Mais vous avez un deuxième lieu qui vient, et encore un ennemi. Donc à la fin du tour, chaque lieu en ZC prend un dégât de plus pour chaque corsaire que vous n'avez pas tué. Donc lui, 3 de défense, 5 points de vie, il faut le taper. Hein. Vous allez rarement le tuer au tour 1. Et en plus de ça, lui, quand il attaque, euh, vous continuez à mettre des dégâts à un lieu embrasé. Et si vous comptez, quand vous commencez la partie, vous devez défausser jusqu'à avoir un lieu embrasé. Donc la moyenne de menace ici, c'est 3. Si vous faites le compte, avant même d'avoir révélé à la première phase de rencontre la moindre carte, vous avez déjà 2 plus 3 plus en moyenne 3, donc vous avez déjà 8 en zone de cheminement en solo. Et vous allez révéler une carte de plus. Donc dites-vous que la zone de cheminement au tour 1, elle va être à 10 probablement environ à la fin de la première phase de rencontre. Donc c'est une énorme pression d'entrée de jeu euh, qui implique aussi que, et c'est ça qui est vraiment très sympa je trouve sur le scénario, il va falloir faire des choix, et notamment en début de partie, une stratégie qui est tout à fait viable, c'est de dire tant pis, on laisse cramer un ou deux lieux pour diminuer la menace de la zone de cheminement. Il faut faire attention qu'à chaque fois qu'on laisse cramer un lieu, on révèle une carte de rencontre. Donc vous pouvez avoir laissé cramer un lieu, mais en fait vous en révélez un autre à la place. Et vous pouvez tomber sur des traîtrises qui sont évidemment très sympas, vous vous en doutez. Ça interagit avec la mécanique du scénario. Infliger un point de dégâts à chaque lieu embrasé en jeu, voilà, ça fait plaisir. Chaque joueur doit infliger 3 points de dégâts, soit à un personnage qu'il contrôle, soit à un lieu embrasé en jeu, etc. etc. Donc ça pique, on retrouve nos ennemis les corsaires, ceux qui étaient déjà sur le premier scénario, mais ici il y en a d'autres qui font d'autant plus mal. Et donc il y a quand même une grosse pression avec cette mécanique des embrasés, ne serait-ce que parce qu'il y a le chasse-rêve qui ne bouge pas de la zone de cheminement, même si vous arrivez à, à gérer tous les autres lieux, celui-là il n'y a pas moyen de le gérer, donc il va brûler au fur et à mesure, vous êtes obligé de vous dépêcher, vous êtes obligé d'avancer, donc il va y avoir des choix difficiles à faire parce qu'il y a de la pression. Mais malgré tout, quand vous réfléchissez, quand vous la jouez en stratège, il y a toujours des moyens de se débrouiller sur le scénario. Même si c'est un scénario qui est très difficile, il offre quand même pas mal de choix et de manières de l'affronter, ce qui est quand même très très bien foutu. Et donc une fois qu'on aura passé la première étape de quête, il va y avoir une deuxième étape de quête, on se dit ça y est, le plus dur est passé, hop, on révèle 2 ennemis uniques, le capitaine Saïr et Nazia. Alors Saïr il engage le premier joueur, Nazia engage le dernier joueur, mais ils sont aussi infâmes l'un que l'autre, puisque Saïr il attaque, alors attendez, il est de mauvais côté en fait, parce qu'ils ont une face alliée et une face ennemie. On voit pas la face alliée, mais la face ennemie, pardon, ah si, il est là, voilà. Donc vous voyez qu'il attaque à 6, sympa, et chaque fois qu'il va attaquer, vous mettez 2 marqueurs de ressources sur lui, voire 4 si il détruit un personnage. Et en attaquant à 6, à moins que vous ayez un gros défenseur, il y a des fortes chances qu'il détruise des personnages. Donc lui, il va accumuler des ressources. Et chaque fois qu'il devrait prendre des dégâts, vous retirez des ressources à la place. Sachant que quand il entre en jeu, il va commencer avec autant de ressources qu'il y a de dégâts sur le chasse-rêve. Donc c'est pas rare que Saïr il entre avec
entre 6 et 10 ressources en jeu. Et donc là, bah, vous avez un ennemi qui, techniquement, va demander à ce que vous le tapiez à 17 pour le tuer. Ce qui n'est pas du tout infaisable, mais je veux dire, on n'est pas sur de l'ennemi lambda, quoi. Et alors vous avez Nasia qui est euh, à la fois pire et en fait beaucoup plus facile à gérer, ça dépend comment vous la gérez. Puisque Nasia, elle rentre aussi avec X ressources en jeu, comme pour Saïr. Sauf que elle, quand elle engage au combat quelqu'un, il faut défausser chaque événement de votre main et elle gagne autant de ressources que d'événements que vous avez défaussés. Alors si vous jouez en solo, vous êtes à la fois premier et dernier joueur, donc vous devez gérer à la fois Saïr et Nasia. Donc Nasia, qu'est-ce qu'elle fait avec ses ressources? Elle gagne plus 1 d'attaque et plus 1 de défense par ressource. Donc si elle a 10 ressources sur elle, elle tape à 12 et elle a 12 de défense. Mais à chaque fois qu'elle va taper, elle perd une ressource. Mais bon, vous avez quand même un ennemi là qui tape à 12, donc qui vous tue quelqu'un à chaque fois qu'elle tape. Puis le tour suivant, elle tapera à 11, puis elle tapera à 10. Donc bref, vous perdez un personnage par tour face à Nasia. Évidemment, comme elle a 12 de défense, faut y aller pour la taper. Si vous jouez en multi par contre, Nasia, elle peut être pire ou elle peut être plus facile, ça dépend. Elle peut être pire parce que du coup, comme elle engage le dernier joueur, à chaque tour elle engage quelqu'un d'autre, donc on défausse à chaque fois les événements du joueur correspondant, et donc elle regagne autant de ressources qu'on a défaussé d'événements. Mais là où Nasia est plus facile à gérer en multi, c'est que elle n'est pas immunisée aux effets des cartes joueurs, elle a pile 4 points de vie, donc elle a une énorme vulnérabilité, c'est attaque furtive Gandalf. Puisque vous mettez une attaque furtive Gandalf, vous choisissez de lui mettre 4 dégâts, hop, ça fait 4 dégâts directs et Nasia meurt avant même d'avoir pu attaquer. Si vous jouez en solo et que vous avez Gandalf et que vous n'avez pas que vous avez perdu votre attaque furtive, vous pourrez toujours jouer Gandalf plein pot pour vous en débarrasser de cette manière-là. Donc Saïr et Nasia, ils sont difficiles à gérer, mais ils sont pas du tout injustes. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est des gros ennemis, mais si vous réfléchissez, il y a plein de manières de vous en débarrasser, il y a moyen de tourner autour. Et donc, ils viennent en jeu, ils mettent une grosse pression, et à l'étape 2, ce qu'on va devoir faire, c'est tuer Saïr, et mettre assez de marqueurs de progression pour éteindre les flammes, puisqu'au lieu de mettre des marqueurs de progression sur la quête, en fait on va retirer justement des dégâts des lieux en jeu, et quand il n'y a plus de dégâts sur les lieux en jeu, qu'on a éteint toutes les flammes, on a gagné la partie. Je parle beaucoup de ce scénario, vous avez bien, vous voyez que je parle plus que d'habitude. C'est un autre scénario qui est pour moi dans les candidats au titre de meilleur scénario du jeu. Ça met une grosse pression, ça ne vous lâche pas de toute la partie, vous n'avez pas l'occasion de vous mettre en place à votre aise quand vous en avez envie, il faut avancer, il faut trouver une manière de garder le tempo du scénario. Quand vous avez passé la première étape et que vous avez l'impression de commencer à respirer, vous avez 2 gros ennemis à gérer tout de suite, donc il y a une pression du début jusqu'à la fin de ce scénario, il n'y a aucun moment où vous pouvez souffler, et malgré que je dis ça, il n'y a rien, absolument rien d'injuste, c'est difficile mais juste. Il y a des choix à faire, les lieux vous amènent à faire des choix, parce que vous allez devoir décider lesquels vous laissez cramer, et lesquels est-ce que vous allez essayer d'explorer le plus rapidement possible. Euh, les ennemis, ben, ils viennent vous mettre la bonne pression avec mention spéciale aux ravageurs de Saïr qui, d'entrée de jeu, vous empêchent de respirer. Les traîtrises viennent vous mettre une pression supplémentaire sans être complètement injuste. Il n'y a pas besoin de jouer, tester sa volonté pour gagner le scénario. Bon, voilà. Raid sur les havres gris, ça va tout en haut. Et c'est concurrent direct avec la chaussée des morts pour le meilleur scénario qu'on a vu jusqu'ici. Alors, on commence les paquets aventure avec la fuite de la tourmente qui amène lui aussi une mécanique spéciale. Euh, on est de retour sur les bateaux cette fois-ci. Et l'idée c'est que vous avez le bateau, alors je suppose que c'est le bateau de Saïr, qu'on essaye de rattraper. Donc, alors comme vous savez, je lis pas les histoires, mais j'essaie d'imaginer ce qui pourrait se passer. Je suppose qu'on est en train d'essayer de rattraper Saïr qui s'enfuit. Et donc, ce qu'il y a comme mécanique spéciale sur ce scénario, c'est qu'il y a 2 zones de rencontre. Il y a notre zone de rencontre normale, et il y a une deuxième zone de rencontre qui est la zone de rencontre de la tourmente. La tourmente, c'est le bateau de Saïr. Et on va avancer avec des étapes séparées. Donc on a les étapes des joueurs,
les étapes 1A, 2A, etc., etc., 3A et 4A. Puis vous avez les étapes de Saïr, qui commencent directement à l'étape 2, donc il y a 2C, 3C, 4C. Et à mesure que nous on va avancer, Saïr avec la tourmente va avancer également. Donc le but, en fait, l'idée c'est qu'on essaie de le rattraper, et on doit faire avancer notre quête plus vite que Saïr ne fait avancer la sienne. Si Saïr termine son étape 4, on a perdu la partie, et au contraire, si on arrive à rattraper Saïr, on a gagné. Alors déjà, une première chose qu'on peut dire de nouveau, qui est très très bien foutue, c'est qu'il y a plusieurs manières de gagner, puisque si on termine un numéro d'étape avant que la tourmente n'ait terminé le sien, on l'a rattrapé et on a gagné la partie de cette manière-là. Et si on arrive à détruire la tourmente, le bateau, la tourmente, complètement, sachant qu'elle a 18 points de vie et 6 de défense, mais là aussi on a gagné la partie. Donc, soit on détruit le bateau, soit on le rattrape. Il y a de nouveau ces deux options pour gagner, soit via la quête, soit via le combat. On retrouve les bateaux, donc on retrouve la mécanique de, les mécaniques associées d'abordage et de navigation. Donc on va devoir gérer à la fois la quête, le combat et les tests de navigation. Donc il va falloir être présent sur tous les fronts, mais malgré ça, on peut plutôt mettre l'accent sur le combat ou plutôt mettre l'accent sur la quête. Donc ça c'est plutôt bien foutu. Même si, vu qu'on doit rattraper, enfin au moins être à la même étape que la tourmente pour lui mettre des dégâts, même en mettant l'accent sur le combat, il va quand même falloir plus quêter que la moyenne dans un deck orienté combat si on veut gagner cette façon-là. Il y a une grosse pression qui est mise sur la quête parce que Saïr essaye de faire avancer son étape alors qu'on essaie de faire la même chose. Donc ça c'est très bien, ça vous oblige de toujours à garder le rythme. Lui il va progresser au fur et à mesure. Il y a besoin de jouer sur tous les tableaux en même temps. C'est une quête qui est, je trouve, très très bien foutue avec une mécanique originale. On retrouvera un copier-coller au cycle 7 dans le scénario qui s'appelle Course en Harad. Même principe. Mais voilà, je trouve qu'ici, avec la mécanique de navigation, ça marche très bien. Vous devez bien gérer ces différents aspects en même temps. On retrouve des lieux qu'on avait déjà vus dans le premier scénario, on retrouve les mêmes traîtrises. La petite mécanique de poursuite fonctionne très bien. Donc, j'ai déjà oublié le nom du scénario. La fuite de la tourmente, voilà, j'allais dire la poursuite. Je vais le mettre en A. Très très bon scénario aussi. Peut-être la seule chose qu'il manque pour le mettre au même niveau qu'un raid sur les havres gris, c'est un petit niveau de difficulté supplémentaire peut-être, ou en tout cas un petit niveau de pression supplémentaire. Enfin, difficile n'est pas forcément meilleur. Mais voilà, ça reste du très très bon. Il n'y a pas de défaut majeur à mentionner sur ce scénario. Alors, cinquième scénario, on arrive sur la chose des profondeurs qui euh, fonctionne en deux temps. Donc on est de nouveau sur une mécanique spéciale, hein. C'est vraiment un cycle très original dans ces mécaniques. On retrouve les bateaux. On retrouve pas les bateaux, pardon, je dis des bêtises. Je pensais. Non, il y a pas les bateaux ici, il n'y a pas la navigation. Mais l'idée est la suivante. Alors, j'essaie de comprendre ce qui se passe en fait, hein. Je suppose qu'on a rattrapé la tourmente. Euh, on va en fait commencer avec un lieu en jeu qui est la barre de la tourmente. Ici, ouais, on est sur la tourmente, voilà. Et à la fin de chaque tour, on met une ressource dessus. Sachant que, enfin, on met une ressource sur Nazia et Saïr qu'on avait déjà vu avant, mais ils sont hors jeu. Et tant qu'on ne voyage pas vers la barre de la tourmente, ben, on continue à rajouter des ressources sur eux. Donc en fait, plus on attend, plus quand Saïr et Nazia vont entrer en jeu, ils seront difficiles à vaincre. L'idée c'est que pour passer la première étape de quête, euh, il faut que on ait voyagé vers la barre de la tourmente. Vous voyez qu'on ne peut pas placer de marqueur de progression sur la première étape, sauf si on a mis la barre de la tourmente dans la pile de victoire, et une fois qu'on voyagera vers la barre de la tourmente, on met en jeu Saïr et Nazia. Donc l'idée, en début de partie, c'est de savoir quand est-ce qu'on va faire avancer le scénario. Plus on attend, plus ils vont devenir puissants, mais il n'y a rien, justement, et c'est ça pour moi le gros défaut, il n'y a rien qui nous oblige à aller les chercher. Et une fois qu'on aura fait ça, une fois qu'on aura mis la barre de la tourmente en pile de victoire, on va avancer vers l'étape 2. Et l'étape 2 va complètement changer la mécanique du scénario, puisque Nazia et Saïr vont nous rejoindre.
Et à la place d'avoir des ennemis corsaires à gérer, on va plus du tout avoir les corsaires ils vont même quitter le deck de rencontre, on va avoir un autre type d'ennemi qui ne commence pas la partie dans le deck de rencontre. Ce sont tous les ennemis créatures qui sont liés à la chose des profondeurs. Donc ces ennemis, notamment les ennemis tentacules, vont avoir un nouveau mot-clé qui est le mot-clé agripper, donc ils s'agrippent à des lieux du bateau. Et en s'agrippant au lieu du bateau, ils vont faire deux choses. La première chose, c'est qu'ils font monter la menace du lieu associé. Et la deuxième chose, un peu comme dans le principe du deck des bas-fonds du cycle 3, une fois que le lieu est exploré, les ennemis ils sont détachés du lieu et donc on peut les taper. Alors quand ces ennemis créatures entrent en jeu, en fait on peut perdre dès que la menace d'un lieu est de 9 ou plus. Donc évidemment les ennemis vont s'agripper à des lieux, mais si vous avez trop d'ennemis qui s'agrippent au même lieu, ben vous avez perdu parce que la menace sera trop élevée. Vous comptez que si vous avez un lieu à 4 de menaces et qu'il y a 3 ennemis tentacules qui s'accrochent dessus, ça fait 4 plus 6, 10 de menaces, on a perdu la partie. Et en fait, comment est-ce qu'on gagne le scénario à partir de là? Ben en fait, chaque fois qu'on détruit un ennemi créature, donc par exemple le tentacule, on met autant de dégâts sur la chose des profondeurs qui est en jeu que la menace de l'ennemi qu'on a détruit. Donc lui il a 3 de menace, on met 3 marqueurs de dégâts sur la chose des profondeurs, qui a 8 points de vie, plus 3 par joueur. Donc en solo, 11 points de vie. Alors, l'idée est sympa, mais pour moi il y a plusieurs gros problèmes sur ce scénario. Le premier gros problème, c'est que quand on sait ce qui va se passer, on n'a absolument aucune, et quand je dis aucune, c'est aucune raison de voyager rapidement vers la barre de la tourmente. Pourquoi? Parce que oui, certes, ça booste Nasia et Saïr, et plus on attend, plus ils seront forts, mais en fait, on s'en contrefiche qu'ils soient forts, puisque dès le moment où on aura exploré la barre de la tourmente, on peut passer à l'étape 2. Et au moment où on passe à l'étape 2, en fait, Saïr et Nasia, ils deviennent des alliés. Donc eux là, Nasia qu'elle tape à 2 ou qu'elle tape à 300, ça change rien, elle va taper probablement une fois, et une fois qu'elle aura terminé... Et de toute façon, on ne peut pas les détruire. Donc ils sont indestructibles à l'étape 1. Donc qu'elle tape à 2 ou 300, on s'en fiche, puisqu'elle va taper une fois, on va explorer le lieu, et on va passer à l'étape 2, elle devient notre allié. Donc il n'y a rien qui nous oblige à progresser rapidement. Donc la barre de la tourmente, typiquement, on va avoir envie de la laisser en zone de cheminement aussi longtemps qu'il faut pour se mettre en place. Ensuite, on va voyager dessus, on va encaisser une attaque de Saïr et Nasia, on va quêter comme des malades pour passer la barre de la tourmente d'une traite, euh, et problème réglé quoi. Et donc c'est pas rare de passer 7-8 tours à l'étape 1 et de choisir de progresser à ce moment-là. Et le problème numéro 2, c'est que derrière, il faut détruire la chose des profondeurs pour gagner, mais on ne peut pas la détruire autrement qu'en ayant vaincu des ennemis tentacules. Et ce qui est problématique, c'est que si vous comptez en solo, il faut lui mettre 11 dégâts au machin. Sauf que, regardez, ça a 1 de menace. Donc en détruisant le tentacule géant, on met 1 dégât sur la chose des profondeurs. Ça a 2 de menace. Ça a 1 de menace. Celui-là, il a 3 de menace. Et je sais plus si en tuant l'œil de la bête, euh, on met des marqueurs ou pas. Je vais aller vérifier, tiens. Où est-ce que c'est écrit? Oui, ça marche aussi. Lui, c'est 2 de menace. Et donc en fait, à part les 2 tentacules gesticulants, qui ont 3 de menace, mais vous mettez 1 ou 2 marqueurs de dégâts à la fois sur la zone des profondeurs. Alors, sur la chose des profondeurs, pardon. Alors, il y a quelques éléments qui peuvent nous faire un tout petit peu accélérer. Par exemple, le tentacule géant, qui a une ombre, qui dit, après cette attaque, soit vous mettez en jeu le tentacule géant engagé au combat avec vous, soit vous résolvez son mot-clé agrippé. Et c'est complètement paradoxal parce que c'est censé nous pénaliser, mais j'ai l'impression, alors qu'en fait, on se dit, bon je vais le mettre en jeu engagé au combat avec moi parce que ça me permet de m'en débarrasser, vu que j'ai eu 10 tours pour me mettre en place. Ça va me permettre de tuer la chose des profondeurs plus vite. Vous avez le pont de Gaillard, je vais essayer de retrouver, ici. Après avoir voyagé vers le pont de Gaillard, cherchez un ennemi dans le deck de rencontre ou le pilote des fausses rencontres et révélez-le. Donc là, typiquement,
on va avoir envie d'aller chercher le tentacule gesticulant pour pouvoir mettre 3 dégâts sur la chose des profondeurs. Et donc ce qui va se passer, c'est que déjà le scénario nous invite presque à nous mettre en place très à notre aise sur l'étape 1 et d'y passer 7-8 tours. Mais derrière l'étape 2, en solo, vous pouvez y passer pareil 7-8 tours. Quoi. Donc ça m'est arrivé de passer dans mes tests, passer 16 tours ou 17 tours. J'ai eu une fois 16 tours et une fois 17 tours sur le scénario en solo, c'est une infamie. Et par contre, ben, on a le problème inverse en multi, puisque s'il y a 9 de menaces sur un lieu, on a perdu la partie. Mais ce qui va se passer en multi, c'est que comme on révèle plusieurs quarts de rencontre par tour, ben, on n'est pas à l'abri d'avoir plusieurs ennemis qui viennent s'accrocher au même lieu d'affilée et que vous vous retrouvez à 8 ou 9 de menaces en un renforcement. Quoi. Donc c'est trop long en solo, ça peut vous faire perdre en un tour sans que vous puissiez rien faire en multi. Donc la mécanique des trucs qui s'agrippent, c'est une bonne idée sur le papier, mais en pratique, c'est pas complètement fini, je trouve. Et c'est dommage parce que j'aime bien l'idée, c'est plutôt la réalisation qui pêche. Donc la chose des profondeurs, malheureusement, je vais le mettre en C dans les scénarios qui sont plutôt ratés. On arrive à un scénario qui s'appelle le Temple des Dupes, qui a encore une mécanique spéciale, puisqu'ici, ce qui va se passer de particulier, c'est qu'au lieu d'avoir comme d'habitude une zone de cheminement classique avec les lieux, les ennemis, etc., les lieux ils vont être sur une carte, euh, donc répartis de manière orthogonale avec 3 lignes et 5 rangées, enfin 3 lignes et 5 colonnes plutôt. Et en fait, on va naviguer d'un lieu à l'autre, c'est-à-dire que quand on aura mis assez de marqueurs de progression sur un lieu, on peut aller sur un lieu adjacent, donc soit latéralement, soit verticalement. Le but du jeu étant de trouver un lieu en particulier, puisque on retrouve les lieux îles perdues avec le verso, enfin, qui ont toutes le même recto, mais qui ont un verso différent. Et le but c'est de tomber sur le temple maudit, puisque quand on va tomber sur le temple maudit, on se fait engager par un ennemi qui est en zone de cheminement, qui est le gardien du temple, voilà, qui ne peut pas être engagé volontairement, et qui garde un objectif qui est ici, la clé de la porte. Donc on doit tuer le gardien du temple pour récupérer la clé de la porte. Et garder la clé de la porte, ça nous permet de explorer un des 3 lieux qui sont les plus à l'est sur la carte de 3 sur 5, qui sont les temples des dupes, puisque vous voyez que le trajet nous impose d'incliner la clé pour voyager vers ce lieu. Donc en fait, sur les 12 premiers lieux, il y en a 2 qui s'appellent Temple Maudit. Il va falloir qu'on tombe sur un de ces deux-là pour pouvoir engager le gardien, pouvoir s'en débarrasser, et une fois qu'on s'en sera débarrassé, on pourra aller sur un de ces lieux-là, sachant que, si je le retrouve, il y en a 2 qui sont des pièges, qui sont les halls du temple qui font revenir le gardien. Et le troisième qui est l'entrée de la grotte, qui, une fois explorée, nous permet de gagner la partie. Euh, alors c'est une mécanique que moi j'aime beaucoup à la base, puisque je suis aussi joueur d'Arkham avant d'être joueur du Seigneur des Anneaux, et qu'on retrouve cette même idée de voyager sur une carte. Donc on sent très fort l'influence de M.J. Newman sur ce cycle-ci. Euh, c'est une bonne idée. Le seul défaut qu'il y a ici, c'est que en fait, vous devez tomber sur le temple, mais vous ne savez pas forcément où il est au départ. Vous avez des moyens d'augmenter votre information, notamment via la quête, parce que les marqueurs de progression, vous allez les mettre sur les lieux îles perdues adjacents à celui qui est actif, et vous pouvez les retourner pour voir de quoi il retourne. Donc, un petit peu progresser plus vite. Mais il y a quand même une grosse variabilité, puisque les lieux sont placés au hasard, et vous pouvez vous retrouver avec le temple maudit qui est visible d'entrée de jeu, parce que vous commencez avec 2 lieux visibles. Donc vous pouvez voir d'entrée de jeu où il y en a un et gagner la partie de cette manière-là. Enfin, et gagner, pardon, et faire avancer le scénario de cette manière-là, où il se peut qu'il soit complètement que vous tombiez dessus par hasard assez tard, et que donc le scénario tire en longueur si vous n'avez pas de chance, quoi. Donc il y a un peu trop de variabilité à ce niveau-là, et le problème de cette variabilité, c'est que de manière générale le scénario est pas très difficile, mais il y a des traîtrises qui peuvent être très violentes quand elles sortent.
notamment à court de provisions, c'est si ça tombe trop vite. Vous n'êtes pas content, chaque joueur doit défausser au hasard des cartes de sa main jusqu'à ce qu'il n'en ait plus que 3. Voilà. Ce qui est pas si méchant que de vous faire défausser toute votre main, mais comme c'est au hasard, vous avez peut-être tour 1 garder des cartes critiques qui coûtent une ressource de trop. Et là vous les perdez, donc ça peut vous faire mal. Vous avez... qu'est-ce qu'on a d'autre comme méchanceté? Celle-ci, l'orage violent. Chaque joueur doit choisir entre augmenter son niveau de menace du nombre de personnages engagés dans la quête ou infliger un point de dégâts à chacun de ces personnages engagés dans la quête. Ça n'a l'air de rien, mais quand ça vous sort, quand on vous la sort 3 fois sur une partie, il faut pouvoir la gérer, quoi. Donc, c'est pas aussi violent que ce qu'on avait sur les cycles 1 ou 2, mais on retrouve un petit peu ce problème-là, qui est trop de variabilité dans les effets des cartes de rencontre. Voilà, c'est pas, comme je vous dis, c'est pas aussi sévère, donc je vais pas, vous n'avez pas des cartes game over, mais il se peut que votre partie elle soit finie très vite, parce que vous voyez le temple maudit tout de suite, vous trouvez l'entrée de la grotte et boum, du premier coup et boum, vous avez avancé. Et puis par malchance, vous tombez sur 2 halls du temple avant de trouver l'entrée de la grotte dans d'autres parties. Vous mettez du temps à trouver les temples maudits et votre scénario il dure 12 tours, quoi. Donc c'est assez variable. L'idée est bonne. Il y a quelques petits éléments qui pêchent en termes de réalisation, donc c'est pas parfait, mais c'est pas mauvais non plus. Ce qui fait que le temple des dupes, je vais le mettre en B. Pour moi, c'est du scénario moyen, c'est perfectible. Euh, c'est perfectible et d'un autre côté, il y a des bonnes idées, quoi. Alors, les ruines immergées. Euh, alors autant je vous disais, le scénario précédent, ça rappelle quelques problèmes dans une moindre mesure qu'on avait sur les cycles 1 et 2. Ici, les ruines immergées, on présage, enfin, on a un avant-goût de tous les problèmes qu'on va retrouver sur le cycle 8, dont on parlera bientôt. Euh, Pourquoi? Parce que l'idée est la suivante dans ce scénario. Encore une fois, il y a une idée de base qui est pas mal, mais là, c'est la réalisation qui pêche pour moi. Vous commencez avec des lieux qui sont sur une phase grotte. Il faut juste que je retrouve la bonne face en fait. Voilà par exemple ici. Donc la grotte sous-marine. Et quand vous voyagez vers un de ces lieux, soit vous le laissez tel quel. Et quand vous le laissez tel quel, ben, en fait il y a des effets bénéfiques. Comme ici par exemple. Tant que c'est le lieu actif, vous réduisez de 1 le coût du premier allié joué par les joueurs à chaque tour, ce qui est très puissant évidemment. Euh, Vous pouvez voyager dessus comme ça. Ou alors vous pouvez les retourner sur leur face immergée. Donc l'idée je suppose c'est que vous plongez, hein. Je vais essayer de trouver les lieux immergés, voilà. Et quand ils sont immergés, évidemment, les effets ils sont beaucoup plus méchants. Tant que cette carte est le lieu actif, les personnages ne peuvent pas attaquer. Voilà, ça fait plaisir. Et avec souvent un effet forcé si c'est toujours le lieu actif en fin de phase de quête, donc si vous ne l'avez pas exploré du premier coup. Ici, en l'occurrence, vous infligez un point de dégâts à chaque personnage en jeu. Voilà. Il faut mettre 12 marqueurs, donc les lieux immergés, il faut toujours mettre beaucoup de marqueurs, hein. Ici c'est 10 marqueurs, ici c'est 14 marqueurs, ici c'est 12 marqueurs. Celui-ci c'est 18 marqueurs, mais c'est le lieu final. Et pourquoi je vous parle de choses qui présagent du cycle 8? Pour deux raisons. La première, c'est que, en fait, pour avancer la première étape, ce qu'il faut faire, c'est avoir exploré 3 lieux sur leur face immergée. Donc à un moment, il va falloir retourner les lieux et voyager dessus, mais vous êtes obligé de le faire au moins 3 fois. Et surtout, il n'y a absolument rien dans le scénario qui veut... Ah oui, j'ai oublié ce petit détail. Tant qu'un lieu immergé est le lieu actif, on ne peut pas jouer d'attachement ou d'allié. Et donc, en fait, je pense que vous comprenez un truc, c'est que les lieux immergés, ils sont très méchants quand ils sont actifs. Il faut beaucoup de marqueurs de progression pour les explorer. Et en plus, quand ils sont là, on ne peut pas jouer d'attachement ou d'allié. À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va attendre, hein. On va se mettre en place, on va se mettre en place, on va se mettre en place, parce qu'il n'y a rien, encore une fois, qui vous oblige à retourner les lieux, et surtout, en plus, quand ils sont du côté grotte, ils sont bénéfiques. Donc, quand ça a été exploré en tant que lieu actif, vous pouvez monter votre menace de 2 pour piocher une carte. Vous réduisez le coût du premier allié que vous jouez. Chaque lieu en zone de cheminement et chaque ennemi perd 1 de menace.
Donc vous n'avez absolument pas envie en début de partie de retourner les lieux. Vous allez vous mettre en place, tranquille, vous allez bénéficier de tous ces effets-là. Et puis une fois que vous êtes tranquillement en place, ben, vous allez recommencer à retourner sur les faces immergées. Et a priori, à ce stade-là, les effets forcés, ils vous font plus grand-chose, quoi. Et c'est ça le problème, c'est que ben, on va traîner, 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 donc ben, c'est pas intéressant de un scénario qui vous met pas la pression. Et une fois qu'on aura fait tout ça, ben, étape 2, on se fait attaquer par Saïr, une fois, et puis il s'en va. Bon, ok, si tu veux. Euh, et c'est tout en fait, hein. Et après, il faut juste explorer le temple de Morgoth. Mais bon, le problème, c'est que si vous devez explorer le temple de Morgoth, je vous, je vous montre, hein, enfin, il faut mettre 18 marqueurs dessus, mais c'est tout en fait, hein. Et vous montez de 5 votre menace à chaque tour, s'il est toujours en jeu, mais bah, si vous venez d'explorer, on vient de vous dire que vous deviez explorer des lieux à 12, 14, 10. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est un lieu à 18 qui va nous gêner? Je pense pas, hein. Donc bah, vous mettez en place, vous avancez, bah, voilà, c'est lent au début, et puis vous expédiez à la fin, et le scénario il vous fait pas grand chose quoi. C'est ça qui est regrettable, il se passe rien en fait dans ce scénario quand vous le savez le gérer. Si vous retournez tout de suite les lieux, vous prenez une tarte dans la gueule. Donc la seule bonne manière de jouer, c'est d'attendre, et donc c'est chiant. Il n'y a pas d'autre mot. Les ruines immergées, ça va, on sait. C'est raté. C'est le plus mauvais scénario du cycle pour moi. Et comme on a l'habitude de faire le grand écart depuis le début de la vidéo, on va parler de tempête sur le havre de Koba. On retrouve les bateaux, voilà, nos chers bateaux. Et ce scénario-là, c'est du très très bon. Pour plein de raisons. La première, c'est que comme pour Raid sur les havres gris, on va nous mettre la pression d'entrée de jeu, et on va nous mettre la pression tout au long de la partie. Ce qu'il y a de particulier dans le scénario, c'est qu'on a des objectifs qui sont protégés. Donc quand vous révélez un de ces objectifs, ben vous révélez la carte de rencontre suivante qui va protéger le lieu. Et chacun de ces objectifs a un effet bénéfique. Par exemple, la tour de la mer vous dit que tant que vous la contrôlez, vous regardez 2 cartes supplémentaires pour chaque test de navigation, ce qui est très très bien. Vous avez par exemple la tour du héron qui vous dit que tant que vous la contrôlez, vous diminuez de 4 le total d'archerie, ce qui est très bien aussi. Et en fait, le scénario nous permet d'aller choisir un de ces 4 objectifs en début de partie et de résoudre son mot-clé protégé. Donc, en fait, on peut choisir stratégiquement lequel on a envie de récupérer d'entrée de jeu, et puis les autres ils sortiront potentiellement plus tard dans l'aventure s'ils sortent du deck de rencontre, quoi. C'est euh, déjà un choix qui est très intéressant d'un point de vue stratégique. Et ce qui va être bien aussi, c'est que bah, évidemment, à l'étape 2, hop, on va devoir aller chercher des ennemis et leur mettre les objectifs qu'on avait potentiellement récupérés jusque-là. Donc il y a vraiment une lutte avec les ennemis pour récupérer les objectifs. Vous avez des ennemis qui sont très... on retrouve les ennemis qu'on avait déjà, mais vous en avez d'autres qui viennent rajouter une petite pression supplémentaire. Et on parlait de faire des choix. Vous avez par exemple le franc-tireur corsaire qui vous dit qu'une fois que vous le détruisez, vous pouvez défausser des alliés que vous contrôlez pour un total de 3 de volonté, et vous en prenez le contrôle. Donc vous le ramenez dans votre camp, il a 4 d'attaque, 4 de défense et 6 points de vie. Donc ça peut être très intéressant d'avoir un navire supplémentaire dans votre camp, sachant que il y a un ennemi en particulier, je vais essayer de le retrouver, voilà, celui-ci, le navire amiral des pillards qui commence la partie en zone de cheminement, qui ne peut être attaqué que par d'autres navires. Donc récupérer un navire supplémentaire, ça peut être sympa pour essayer de se débarrasser du navire amiral qui va être là d'entrée de jeu. Donc il y a une belle pression, on retrouve cette obligation de gérer les tests de navigation pour éviter de se prendre des traîtrises trop méchantes dans les dents. Vous avez des traîtrises qui vont venir handicaper vos bateaux, par exemple la voie d'eau, qui vous dit que vous devez l'attacher à un de vos bateaux, et
chaque fois que vous inclinez le bateau correspondant, vous lui mettez 2 points de dégâts. Je vous rappelle que si vous perdez votre bateau, vous avez perdu la partie. Mais vous pouvez incliner 3 personnages que vous contrôlez pour défausser la voie d'eau. Donc, on vous donne des choix, on vous permet de faire des choses, on vous permet de faire des choses variées. C'est un scénario qui met la pression constamment, mais qui va pas se passer de la même façon à chaque fois. Il y a une belle variété sur le scénario. Il y a potentiellement aussi la possibilité d'aller récupérer des navires de guerre de Dolamrot. Alors je sais plus via l'effet de quelle carte, il me semble que c'est via un lieu. Euh, non, c'est pas via un lieu, je suis plus tout à fait sûr. Mais en tout cas, on peut aller récupérer potentiellement ces bateaux supplémentaires. Donc il y a cette idée d'essayer de faire grossir notre flotte pour affronter le navire à milliards des pillards. C'est un excellent scénario, c'est quasiment aussi bon que le raid sur les Havres Gris. Pour moi, il n'y a rien qui est déséquilibré, ça met une nouvelle pression. Voilà, que demande le peuple? Hop. Le Havre de Koba, ça va en S et de manière tout à fait méritée, je pense. Et enfin, le dernier scénario qui est la Cité des Corsaires. Qui est probablement, alors je vous disais que raid sur les Havres Gris met une grosse pression d'entrée de jeu, celui-ci met probablement encore plus la pression. Pour une raison particulière, c'est que on retrouve les bateaux. Donc là, on a de nouveau la nécessité de gérer les tests de navigation. Je répète ça à chaque fois, mais c'est parce que c'est pas négligeable de devoir gérer les tests de navigation. Et en fait, la première étape de quête, on a deux façons de la passer. Euh, Soit on met les 15 marqueurs dessus, soit on détruit la tourmente. Mais on ne peut pas placer de marqueur de progression dessus si on ne tient pas le cap. Donc il faut tenir le cap pour mettre des marqueurs de progression, sachant que dans ce scénario-ci, par rapport aux autres, alors je ne sais pas si vous voyez les cartes là, vous notez un truc, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de petits gouvernails, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc il y en a deux ici, il y en a deux ici. 2, 2, ça fait 8. Il y en a 10. Et voilà, on a fait le tour, il y a 10 cartes du deck de rencontre qui nous permettent de réussir les tests de navigation, sachant qu'en normal, on a, comme vous voyez, un deck de rencontre de plus de 60 cartes. Donc ça fait même pas une carte sur 6. Donc réussir les tests de navigation, c'est très difficile et on ne peut pas faire avancer la quête tant qu'on n'a pas réussi. Tant qu'on ne tient pas le cap, hein, parce que chaque gouvernail vous fait redresser le cap d'un cran. Mais si vous êtes sur le pire réglage, il faut redresser le cap de 3 crans d'un coup. Donc mettre des marqueurs de progression sur la quête, c'est très difficile. Et donc, on va plutôt avoir tendance généralement à choisir l'autre l'autre option pour avancer. On a de nouveau cette idée de faire des choix sur la manière d'avancer. On peut détruire la tourmente. Sauf que détruire la tourmente, qui est là, c'est 6 de défense et 18 points de vie. Donc il faut déjà taper très fort. Mais surtout, et c'est là qu'il y a une énorme pression, à la fin du tour, s'il est encore engagé au combat avec vous, soit vous la renvoyez en zone de cheminement, soit vous déviez du cap. Et vous ne pouvez évidemment pas dévier du cap si vous êtes déjà sur le pire réglage. Donc c'est difficile de réussir le test de navigation. Et si vous ne les réussissez pas, la tourmente elle va repartir en zone de cheminement à chaque tour. Et là vous allez vous dire, et alors le et alors c'est qu'elle a abordage 1, la tourmente. Donc chaque fois qu'elle repart, elle va vous réengager, elle a 22 menaces, donc elle va vous engager. Hein. Elle va vous réengager à chaque fois et elle va ramener un ennemi avec elle à chaque fois. Donc, faut pas trader quoi. Parce que si vous mettez du temps à lui mettre ses 18 dégâts, dites-vous qu'à chaque tour c'est un ennemi, un ennemi, un ennemi, donc vous n'avez pas le temps de vous mettre en place, il y a vraiment ce flux d'ennemis constant qui va vous tomber dessus. Il faut se détruire de la tourmente très vite, donc super entrée en matière dans le scénario, grosse pression. Malgré ce que je vous ai dit, le scénario il n'est pas injuste, on peut peut-être regretter que les tests de navigation soient à ce point difficiles parce que c'est presque un faux choix en fait. L'idée de l'idée selon laquelle vous pouvez mettre 15 marqueurs de progression ou détruire la tourmente, mettre les 15 marqueurs c'est vraiment extrêmement compliqué. Autant je pense que j'aurais presque préféré qu'on nous dise que on doit détruire la tourmente point barre parce que là ça fait un petit peu
dilemme raté, quoi, si vous voulez. Euh, mais donc la première étape, cette petite réserve mise à part, elle est vraiment très réussie. Le problème, c'est la suite, en fait. Parce que si on s'arrêtait là, je pense que le scénario, il serait en S à mes yeux sans problème. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a passé cette première étape, bah, les navires s'échouent. Voilà, comme vous voyez ici, hein, le chasse-rêve est pété, la tourmente est pétée, je crois, et on va essayer de poursuivre Saïr dans la cité des corsaires, et là, ça retombe complètement à plat. Il n'y a plus aucune pression, en fait, à ce moment-là. On va juste se contenter de mettre des marqueurs de progression. Il n'y a même pas d'étape 2, en fait, hein. On met des marqueurs de progression sur l'étape 3, il faut mettre juste 18 marqueurs et avancer. Et on arrive sur l'étape 4, où on confronte Saïr, sauf que le Saïr qu'on confronte, bah, il est pas très méchant en fait, hein. Il a de nouveau son 6 d'attaque, de défense et 8 points de vie. Il est indestructible tant qu'il y a d'autres corsaires avec des ressources en jeu. Euh, et il a toujours le même principe de perdre des ressources au lieu de subir des dégâts. Mais le truc, c'est que vu ce que vous avez surmonté à l'étape 1, bah, la confrontation finale avec Saïr, c'est une formalité, quoi. La plupart du temps, une fois que vous avez passé l'étape 1, Saïr, vous lui mettez une claque, quand bien même vous ne seriez pas à même de lui mettre une claque, parce que, je vous l'ai pas dit, mais à l'étape 2, vous répartissez entre vos personnages autant de dégâts que ce qu'il y avait sur vos bateaux, sachant que ben, si vous avez fait le compte, la tourmente, en attaquant à 6, elle a probablement mis des dégâts à vos bateaux. Donc c'est pas impossible de devoir répartir 13 à 15 dégâts entre vos persos, ce qui peut vous tuer quelques persos au passage sans problème et vous laisser tout le reste avec un point de vie. Mais en fait, même si vous êtes en PLS à ce moment-là, bah, à l'étape 2, enfin à l'étape 3, pardon, bah, vous avez juste le temps de vous remettre en place, quoi. Donc, il faut mettre 18 marqueurs de progression, vous vous remettez tranquillement en place, vous reconstruisez votre board, si jamais ça devait être nécessaire, et puis bah, ça y est, vous lui pétez la mouille en un tour la plupart du temps, quoi. Donc c'est un petit peu dommage, il y a une énorme pression d'entrée de jeu, et puis le soufflet retombe complètement sur les étapes suivantes. Si on avait maintenu la pression de l'étape 1 sur la suite d'une manière équivalente, je pense que le scénario il serait au panthéon du jeu, mais malheureusement il est assez inégal. Je vais le mettre en A pour son étape 1, mais si je devais noter la suite à l'étape 3 et 4, ça irait probablement en B, donc on va équilibrer et mettre ça en A. Et donc bah, si on fait la conclusion, le bilan sur le cycle 6, bah, vous voyez qu'on a deux excellents scénarios, on a trois très bons scénarios, on en a deux qui sont moyens et on en a deux qui sont ratés. Donc on est un petit peu en dessous du cycle 5, mais ça reste quand même du très bon, puisque bah, si on a deux scénarios en S et trois scénarios en A, bah, ça veut dire il y a plus de la moitié des scénarios qui sont vraiment réussis. Il y en a deux qui sont un petit peu ratés, les deux qui sont ici au milieu, ils sont là parce que euh, les idées de base sont bonnes, mais que c'est la réalisation qui pêche un petit peu au final. C'est clairement un cycle qu'on peut recommander, qui est évidemment disponible en édition révisée. Si vous l'avez pas encore acquis, je ne peux que vous le conseiller, même si on peut parfois faire le reproche que ça sort un petit peu de l'ambiance auquel on est habitué sur la Terre du Milieu, d'explorer les mers. En tout cas, en termes de mécanique pure, c'est vraiment du tout bon. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires et on se retrouvera très bientôt pour la vidéo du cycle 7. Salut, salut!